Et nous recevons ce matin Olivier Abel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe et professeur d'éthique à l'Institut protestant de théologie de Montpellier. Dans votre livre de l'humiliation, qui est juste ici, le nouveau poison de notre société, vous nous expliquez pourquoi, et c'est ce que l'on va voir aussi entre autres ensemble, nous avons tendance dans notre société à nier l'existence de l'humiliation et vous proposez également des pistes pour qu'il y ait moins d'humiliation dans notre société. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur les résultats de la présidentielle française. Dimanche, Emmanuel Macron a été réélu avec 58,5% des voix. Marine Le Pen a, elle, obtenu 41,4%. C'est un score historique puisqu'elle a gagné près de 8 points par rapport à 2017. Elle a permis à l'extrême droite de franchir cette fameuse barre des 40%. Comment est-ce que vous analysez ces résultats? Est-ce que c'est finalement une partie de la population qui se sentant, si on en revient à l'humiliation, se sentant trop humiliée par la gauche, par la droite, par le centre, a fini petit à petit par se faire entendre? Oui, bien sûr. Moi, je pense que l'humiliation n'explique pas tout. Non, évidemment. Ça y contribue, on va dire. Simplement, c'est quelque chose c'est une hypothèse qui n'est pas assez travaillée, prise avec considération. Je pense que oui, il y a dans le monde entier, on a vu l'élection de Trump aux États-Unis. D'ailleurs, vous en parlez dans votre livre. Oui, on a beaucoup analysé comme un peu la revanche des classes qui en train du mondialiste en train de se déclasser, etc. Bon. Ces petits blancs qui perdent un petit peu le sens de la repère, de la grandeur de l'Amérique, etc. Et je dirais, on a le sentiment qu'en France aussi, ça ressemble beaucoup à ce genre de choses. Et donc, je me dis, il faudrait analyser plus finement. Qu'est-ce que c'est ? Une des hypothèses, justement, que j'explore, c'est l'idée que ce qui est au pouvoir actuellement, avec Emmanuel Macron, mais aussi toute une classe sociale qui est qui est active, qui est créative, qui est créatrice, qui est innovante, etc., c'est justement l'idéal de l'émancipation, de celui qui est libre, qui est autonome, qui est flexible, qui a beaucoup de connexions, qui a un grand carnet d'adresses. Et il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus, je dirais, coincés dans une province avec peu de liens, donc sentiment de fidélité, sentiment d'être accroché à des endroits avec peu de moyens, etc. Et je pense que cette fracture, elle augmente et que justement, il y a d'un côté des gens qui, sans le vouloir, peut-être, et parfois un peu plus en le voulant, sont humiliants, et puis d'autres qui se sentent humiliés de plus en plus. Et il y a une récupération de ce sentiment d'humiliation et de ce ressentiment par des politiques habiles. Et notamment une partie de la population qui a été humiliée par son président, par Emmanuel Macron, pendant 5 ans, si on reprend plusieurs de ses petites phrases, notamment les Gaulois réfractaires, j'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout, je cite le président, je traverse la rue et je vous en trouve du travail. Est-ce qu'on peut penser qu'il va réussir pendant les 5 prochaines années justement à ne pas avoir ce côté humiliant et d'ailleurs beaucoup lui ont reproché cette arrogance, cette humiliation? Je pense qu'il ne se rend pas compte. Je pense que c'est difficile pour lui. Il est trop dedans, il est trop entouré par des gens comme lui d'une certaine manière. Donc je ne pense pas que ce soit volontaire chez lui, que ce soit délibéré, pas du tout évidemment. Il voudrait. D'ailleurs, il y a une sorte d'empathie chez lui. Mais une empathie qui elle-même est une manière en quelque sorte de vouloir rapprocher, qui est elle-même humiliante. Donc c'est important de remettre du respect, de remettre de la considération. Est-ce qu'il va y arriver? Je l'espère vivement, parce que je pense que c'est un élément très important de l'évolution de notre société tout entière, ce sentiment d'humiliation. Vous pensez que ces humiliations, elles poussent nécessairement vers les extrêmes, justement, comme on le voit, comme on l'a vu aux États-Unis, par rapport à Donald Trump, là, comme on le voit sur les extrêmes gauche, l'extrême droite, ça y contribue encore une fois? Je dirais que l'humiliation crée les réactions à l'humiliation. De la frustration? C'est la frustration, il y a quelque chose d'irrationnel. Il y a quelque chose de disproportionné. Les conséquences de l'humiliation, parce que l'humiliation fait taire, et donc l'humiliation, c'est ça. Ça fait vraiment. Nous sommes des sujets parlants, des visages, et l'humiliation, je dirais, elle fait rougir, elle fait taire, et donc du coup le ressentiment et les rancunes, la rancœur liée à l'humiliation crée des réactions beaucoup plus tard, mais aussi complètement disproportionnées. Donc, il y a on peut dire de l'extrémisme dans ces réactions disproportionnées. Les humiliations ont des effets disproportionnés, toujours, dans nos vies privées, comme dans nos réactions collectives, les guerres, etc. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit sensible à cette dimension, au fait que, il y a quelque chose de disproportionné qui arrive plus tard.
les conséquences de l'humiliation se font sentir souvent bien plus tard. C'est ce qui est un peu en train de se passer. D'ailleurs, c'est ce que vous écrivez. Le rôle de l'humiliation dans l'histoire est plus important que celui de la violence. Et notamment la Russie qui a mis souvent en avant le fait qu'elle avait été plusieurs fois humiliée. Vladimir Poutine joue beaucoup là-dessus, on peut le dire. Et puis, il y a la Turquie aussi. On en paye un peu les conséquences aujourd'hui de, comme vous le dites, finalement, cette humiliation. Et ce côté, en fait, on attend, on ronge un peu son frein, si je puis dire. Et puis, c'est en train de ressortir maintenant, notamment pour la Russie. Oui, alors bien sûr, c'est une manipulation. Poutine manipule le sentiment d'humiliation du peuple russe, comme Erdogan manipule le sentiment d'humiliation. Le président turc, de la Turquie, de la société turque, qui était très tournée vers l'Europe et qui peu à peu, en quelque sorte, s'est senti de plus en plus éloigné de l'Europe et donc s'est retourné vers autre chose, on ne sait pas très bien quoi. Donc oui, mais je pense que c'est une manipulation et ce qui m'inquiète, c'est que de la même manière qu'autrefois, il y avait un grand discours des Lumières, un grand discours de l'émancipation qui en quelque sorte traversait le monde entier, etc. Aujourd'hui, il y a un grand discours du ressentiment contre l'Occident notamment, une sorte de grand récit, on va dire, qui est en train de devenir le grand récit commun, qui est en train de polariser le politique dans beaucoup de pays. Et je pense que c'est très, très dangereux. Donc, il faut très vite réagir à cela. Et donc, c'est difficile de trouver la bonne attitude face à ça, mais il faut réagir à cela. Et quelle serait justement cette bonne attitude qu'est-ce que vous préconisez ? Difficile. D'abord, je pense qu'il faut que nous pensions en intérieur, dans nos sociétés, des institutions non humiliantes. Et arrêter de faire ce déni de l'humiliation. Voilà. De dire c'est pas grave, ça va avec une morale libérale pour les gens qui sont forts. Mais pour ceux qui sont précarisés, c'est grave. Et le fait qu'ils soient obligés de se taire, qu'ils ne peuvent rien dire, qu'ils ne puissent rien dire, c'est difficile. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut penser des institutions non humiliantes ou le moins humiliante possible. Et ça, c'est vraiment, il faut apprendre, c'est un apprentissage dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans la police. Ça touche vraiment toutes les ramifications de la société. Toutes nos sociétés, toutes nos institutions, les administrations, peuvent être touchées par ça. Donc, institutions non humiliantes, ou le moins humiliantes possible. Là, il y a d'énormes progrès à faire, énormes. Bon. Et puis, alors plus largement, je pense que nos sociétés sont complètement envahies par des affects, par des sentiments, des ressentiments, etc. Pour une raison aussi... à cause des réseaux sociaux, à cause d'Internet, quelque chose qui est tout à fait nouveau et qui a complètement dérégulé les anciennes institutions, on va dire, du langage, de la culture, de la parole, etc. Je dirais qu'autrefois, les passions, les affects les plus puissants étaient travaillés au bord de la scène politique par la tragédie grecque autrefois, par les religions, longtemps aussi par les opéras, par le cinéma, etc. Il me semble que cette scène, à côté du politique, est une scène de civilisation des affects, un travail de civilisation des affects et des passions, de catharsis, comme disait Aristote. Cette scène-là, elle est en train d'être complètement dérégulée, désinstituée, perdue, écrasée. À cause des réseaux sociaux. Voilà, et à cause, entre autres, des réseaux sociaux, de la désinstitution des traditions religieuses aussi, qui avait une fonction aussi de canalisation des affects, on va dire. Et là, voilà, la scène politique est envahie par les sentiments. Donc ça, il faut réagir à cela, certainement. On en parlait, juste une dernière question, se faire taire, le propre de l'humiliation et de faire taire, on en parlait au début de cette interview. Est-ce qu'on peut revenir sur ce point quand même qui est quand même, c'est compliqué de se dire, voilà, quand on est humilié, en fait, on se tait. Oui, c'est ça. Je pense que le signe de l'humiliation, c'est cette parole rentrée. On ravale notre salive, en fait. Ravale notre salive, on ravale notre parole, la parole nous rentre dans la gorge, on ne peut pas, on est... Et je pense que... Voilà, il faut la réaction, comment répondre, riposter à cela, c'est à la fois réautoriser la parole, c'est-à-dire instituer des cadres. La justice, par exemple, institue d'abord un cadre où on commence par écouter. C'est pas tout de suite juger, on commence par écouter. Donc, on favorise au maximum la parole, que la parole puisse sortir et donner du temps au fait que la parole va sortir. Et ça demande du temps, c'est tout un travail, justement. Un travail de parole, si je peux dire, pour que ça sorte. Bon. Et donc, pour parler. Et aussi, un temps pour se retirer, pour laisser parler les autres. Donc, refaire la scène essentielle de la conversation entre les humains, de la conversation, c'est-à-dire de la considération mutuelle, du respect mutuel, de l'estime mutuelle. C'est ça qui... Prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de s'entendre, et ça demande beaucoup de temps. Ouais. Et c'est un peu ce qui nous manque maintenant. C'est pas de l'argent qui manque, non. C'est du temps. Du temps. C'est du temps d'attention, un peu d'attention.
Merci beaucoup Olivier Abel d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage de l'humiliation. Merci encore et on retrouve dans quelques instants Nina Masson. On se retrouve pour la suite de Paris Direct.